Le 21 juin, le maréchal Blucher et le duc de Wellington entreront au sud du colonne sur le territoire français. Le 22, le feu prit au magasin à poudre d'Havane. La place se rendit. Le 24, les Prussiens entreront dans Guise. Le duc de Wellington à Cambrai. Le 26, il était à Péronne. Pendant tout ce temps, la place des premières et troisième lignes de la Flandre étaient investies. Cependant, ces deux généraux appriront le 25 l'abdication de l'empereur qui avait lieu. Le 22, l'insurrection des chambres, le découragement que ces circonstances jetteront dans l'armée et les espérances concevront les ennemis intérieurs. Dès lors, ils ne songeront plus qu'à marcher sur la capitale, sous les murs de laquelle ils arriveront le dernier jour de juin, avec moins de 90 000 hommes de marche qui leur auraient été funestes et eux entraînés. Leur ruine totale s'ils ont hasardé devant Napoléon, mais ce prince avait abdiqué. Les troupes des lignes qui se trouvaient en Paris, plus de 6 000 hommes, des dépôts de la garde, les tirs à eux de la garde nationale choisis dans le peuple de cette grande capitale lui était honteux d'avouer. Ils pouvaient en foutre les ennemis intérieurs, mais peu développer les motifs qui ont réglé sa conduite dans cette occasion si importante et qui a eu des si funestes conséquences pour lui et pour la France. Il faut reprendre le récit de la plus loin. Première observation, on est reproché à l'empereur, première de s'être démis de la dictature au moment où la France avait les plus grands besoins d'un dictateur. Deuxième, d'avoir changé la constitution de l'Empire dans un moment où il ne fallait songer que la préserver de l'invasion. Troisième, d'avoir su faire que l'on alarma les Vendéens qui d'abord avaient refusé de prendre les armes contre le régime impérial. Quatrième, d'avoir réuni les chambres lorsqu'il suffisait de réunir les armées. Cinquième, d'avoir abdiqué et laissé la France à la merci d'une assemblée divisée sans expérience, car enfin, s'il est vrai qu'il fut impossible au prince de sauver la patrie, sans la confiance de la nation, il n'est pas moins que la nation, dans ces circonstances critiques, ne pouvait sauver ni son honneur, ni son indépendance. Sans Napoléon, nous ne ferons qu'une réflexion sur des matières qui sont approfondies et longuement traitées dans les livres 10. Deuxième observation. Là, avec lequel les mouvements des divers corps d'armée ont été dérobés à la connaissance de l'ennemi au début de la campagne, ne saurait été trop remarqué. Le maréchal Blucher et le duc de Wellington ont été surpris. Ils n'ont rien vu, rien su de tous les mouvements qui s'opéreront près de leur avant-poste. Pour attaquer les deux armées ennemies, les Français pouvaient déporter leur droite, leur gauche et percer leur centre. Dans le premier cas, ils déboucheraient par l'île et rencontreraient l'armée anglo-hollandaise. Dans le second, ils déboucheraient par Givet et Chalmont et rencontreraient l'armée prusso-saxonne. Ces deux armées restées réunies puisqu'elles seraient pressées l'une sur l'autre, de la droite sur la gauche et de la gauche sur la droite. L'empereur adopta le parti de couvrir ses mouvements par la Sambre et de percer la ligne des deux armées à Charleroi. Quand de leur jonction,
manœuvrant avec rapidité et habileté. Il trouva ainsi dans les secrets de l'art des moyens supplémentaires qui lui tinront lieu des 100 000 hommes qui lui manquaient. Ce plan fut conçu et exécuté avec audace et sagesse. Troisième observation, le caractère de plusieurs généraux avait été détrompé par les événements de 1814. Ils avaient perdu quelque chose de cette audace, de cette résolution et de cette confiance qui leur avaient valu tant de gloire et avaient tant contribué au succès des campagnes passées. Première, le 15 juin, le troisième corps devait prendre les armes à 3 heures du matin. Est arrivé devant Charleroi à 10 heures. Il n'arriva qu'à 3 heures après-midi. Deuxième, le même jour, l'attaque des bois en avant des fleurus qui avait été ordonnée pour 4 heures après-midi n'eut lieu qu'à 7 heures. La nuit survint quand put entrer à Fleurus, où le projet du chef avait été de placer son quartier général ce même jour. Cette perte de 7 heures était bien fâcheuse au début d'une campagne. Troisième, n'a reçu l'ordre de se porter le 16 avec 43 000 hommes qui composaient en la gauche qui comptait en avant des 4 bras d'y prendre position à la pointe du jeu et même de se retrancher. Il hésita à perdre 8 heures. Les princes d'Orange avec 9 000 hommes seulement conservaient le 17. Jusqu'à 3 heures après-midi, cette importante position lorsqu'enfin le maréchal reçut à midi l'ordre daté de Fleurus et qui vit l'empereur en venir aux mains avec les Prussiens. Il se porta sur les 4 bras, mais seulement avec la moitié de son monde, et laissa l'autre moitié put appuyer sa retraite à 2 lieues derrière. Il oublia jusqu'à 6 heures du soir, où il en sentit les besoins, puis sa propre défense. Dans les autres campagnes, ces généraux eurent occupé à 6 heures du matin la position en avant les 4 bras, eut défait et pris toute la division belge et eux ou tourné l'armée prussienne en faisant par le chaussée de Namur, et détachement qui fut tombé sur le derrière de la ligne de bataille où, en se portant avec rapidité sur le chaussée de Genappe, il eut surpris en marche et détruit la division de Brunswick et la 5e division anglaise qui venait de Bruxelles et de la marcher à la rencontre des 1re et 3e divisions anglaises qui arrivaient par la chaussée de Nivelles. L'une et l'autre sans cavalerie ni artillerie et arrêtés de fatigue, toujours le premier dans le feu, n'a oublié les troupes qui n'étaient pas sous ses yeux. La bravoure qu'il doit montrer au général en chef est différente de celle qu'il doit avoir un général de division, comme celle-ci ne doit pas être celle d'un capitaine de grenadiers.